Salut et bienvenue pour ce top retour Tipeee qui m'a été redemandé à la suite par la Malastitram qui s'est dit tiens on a fait Pocahontas 1 et 2 à la suite. Allez moi je suis le mouvement, je vais faire les Indestructibles 1 et 2 à la suite. Voilà, deux choses de fait, ce sera bouclé, merci, au revoir. Donc ouais, merci énormément de continuer à me soutenir comme ça me fait plaisir. Après, on tombe dans un film qui est un peu dans la même catégorie que La Belle et les Clochards pour moi. Dans le sens où c'est pas forcément un des premiers que j'aurais envisagé de traiter, parce que j'estime avoir été assez clair dans ma critique sur ce qui va et ce qui va pas dans ce film. Cela étant, comme pour La Belle et les Clochards, c'est pas forcément évident ce qui est plus important, moins important dans ce qui va et dans ce qui va pas, et donc ça va être une bonne opportunité de faire la même chose, c'est-à-dire un top 10, comme dans 50-50 de Link the Sun une fois de plus, de 5 points qui vont et 5 points qui vont pas, dans l'ordre d'importance, histoire de bien clarifier ce qui me gêne le plus, ce qui me plaît le plus, qu'est-ce que ça vaut aussi par rapport à ça, de façon à comprendre un petit peu cette note de 13,5 sur 20, parce que j'avoue que j'ai un peu insisté, et c'est mon truc, une fois de plus, sur les choses qui vont pas dans ce film en tant que suite, et malgré tout, il y a quand même eu 13,5 sur 20 et je vais pas le renier une seule seconde. Je trouve quand même que en tant que film en soi, ça vaut largement le coup d'œil, mais il y a des choses qui me déplaisent, surtout en tant que suite. Et on va voir maintenant pourquoi ces choses me déplaisent un tout petit peu plus en détail et quelle importance ça a en comparaison avec le reste. C'est parti pour le top 10 des 5 meilleurs et pires points des Indestructibles 2. Numéro 10, une action assez palpitante. Je mets ça assez bas parce que j'avoue que c'est pas superbement bien géré au fil de tout le film, en jonglant pas très bien sur le crescendo qu'il devrait y avoir dans ce genre de film, c'est-à-dire vraiment le grand moment d'action de fin, ce serait normalement l'apothéose, alors que c'est pas l'apothéose. Et c'est un peu la chose qui me gêne un petit peu, mais qui globalement gâche pas le plaisir de suivre ça. L'action reste quand même dantesque, il y a de nombreux moments où on joue vraiment sur le fait qu'on a une animation de qualité, et on nous démontre ça avec beaucoup de moments très forts. Bien entendu, je peux parler de la course-poursuite contre la machine du démolisseur, qui est un excellent amuse-bouche, du combat contre l'hypnotiseur en plusieurs étapes. Tout ce que l'hypnotiseur fait et que Elastic Girl doit stopper, ça vous prend un peu aux tripes, c'est plein de peps, surtout ce combat assez pas génial pour les épileptiques vers le milieu de film, qui est pour moi vraiment pesant. Il y a énormément de moments d'action qui valent grandement le coup. Et c'est en lien avec le point numéro 9, un hypnotiseur assez cool. Je reconnais qu'en termes de présence, en termes de verve, ce méchant-là, lorsqu'il se présente, lorsqu'il fait ses petites manigances en étant mystérieux, tout ça, il a la classe. Vraiment, il a la classe, il dégage quelque chose de vraiment prenant en termes d'antagoniste. On joue sur le côté oppressant et assez inattendu, je m'immisce dans cette société qui me plaît pas de sa part, qui est vraiment puissant à de nombreux moments. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve artistiquement intelligent d'avoir mis en scène pas mal de ces plans de façon un peu épileptique, pour bien appuyer le côté oppressif du personnage qui veut vraiment dominer les autres en se rendant particulièrement dérangeant à regarder, quoi. Cet hypnotisme, il a rien d'un hypnotisme sympathique pour gamins, etc. C'est vraiment fort et pesant. Et j'avoue que dans la mise en scène, c'est très bon, et je l'adore dans les 2 premiers tiers du film, parce que, numéro 8, des motivations de méchants particulièrement frustrantes. Je suis toujours pas fan des motivations de cette fille. Il y a des gens qui essayent de trouver des tonnes d'excuses avec lesquelles je suis mais pas du tout d'accord. Après, tant mieux si vous voyez le film comme ça, hein. Je peux pas vous forcer à voir le film comme moi, mais ouais, le fait qu'elle veuille un petit peu rétablir la société parce qu'elle trouve que les super la foutent en l'air, etc., c'est une façade qu'elle se donne, et pourrie je trouve, parce que voilà, c'est clair et net que c'est pas à cause d'un super que son père est mort directement. Hein, peut-être que son père était un peu trop con, à l'époque il avait une confiance un petit peu trop aveugle en les super, mais c'est clairement pas de la faute des super. Ses motivations sont ultra puériles,
pour moi. Genre, mon père est mort parce que vous étiez pas là, j'en veux à tous les super, ouin ouin ouin. Non, je trouve pas ça intelligent du tout. Et ça vient en grande partie du fait qu'on essaye de la jouer sérieux. C'est ça qui me pose le plus de problèmes. On essaie de la jouer sérieux totalement jusqu'au bout dans son désir de vengeance contre les super, que je trouve vraiment puéril sur le principe, quoi. Oui, elle a vécu quelque chose d'assez traumatisant, mais je trouve pas que ça excuse ce comportement et je trouve vraiment pas que ça mérite d'être pris à ce point au sérieux. C'est aussi le problème par rapport au premier film, parce que là, il va y avoir une grosse partie des problèmes que j'ai qui sont en lien avec le premier film, c'est que on a eu un méchant dans le premier film qui avait des motivations un peu similaires. Il s'est senti trahi par les super, et donc il veut créer un univers, un monde où les super seraient mis sur la touche. Ce qui est déjà le cas au passage. C'est d'ailleurs pareil avec, avec notre méchante dans le second film. Mais voilà, au moins on appuie que ses motivations sont un peu puériles, on appuie le côté puéril du personnage. Et oui, c'était la première fois qu'on voyait ça. Là, c'est un peu redondant. La redondance avec le premier film, c'est un peu un des problèmes graves de cette suite. D'ailleurs, numéro 7, une structure trop parallèle. Je me suis étendu là-dessus dans la critique. On crée une situation exactement similaire à celle qu'on avait dans le premier film, seulement on inverse les rôles entre Hélène et Bob. Après, je dis pas que ça mène pas quelques bons moments, surtout autour de Bob, mais même aussi autour d'Hélène, j'en parlerai, mais ouais, cette structure, ça fait un petit peu copie grossière, et je trouve qu'on aurait pu mettre en scène certains de ces moments d'évolution de personnage sans appuyer à ce point le fait qu'on refasse la même trame centrale, la même base de trame globalement, si on résume ça. Je trouve qu'on aurait pu faire quelque chose d'un petit peu mieux réfléchi, surtout pour un film qui a mis 13 ans à sortir, quoi. Numéro 6, Violette et Flèche qui stagnent. Un truc qui passait très bien par rapport à notre famille dans le premier volet, c'est qu'on crée vraiment un arc, pas forcément extraordinaire, ultra poussé, mais un arc présent et discernable de personnages pour chacun d'entre eux. C'était très sympathique à voir et on voyait cette espèce de cohésion globale qui se faisait par rapport aux divers personnages, comment ils vivaient cette situation et comment ils en sortent à la fin. Et là, ça se perd dans ce film personnellement. Parce que, d'une part, Flèche, je trouve pas une seule seconde qu'il ait un quelconque arc. Dites-moi quel arc il est censé avoir, genre il apprend à faire des maths, c'est ça son arc? Il est là quoi, il fait son truc mais il a aucun arc. Et puis Violette c'est juste un remâché mais total de ce qu'on avait dans le film précédent. Mais pire qu'un recopiage de structure dont j'ai parlé juste avant, là c'est juste pile poil la même chose. Elle a du mal à sortir avec un garçon et le truc qui l'empêche de sortir avec lui, ce coup-ci, plutôt que d'être timide, c'est le fait qu'il a eu la mémoire effacée. Et donc elle va devoir bosser un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, sur sa colère par rapport à cette situation-là, pour qu'à la fin, elle reparte de zéro et que ça recommence bien entre eux. À la fin, on a ça, quoi. On revient pile poil au point de départ. Ça a totalement stagné. Et c'est ça le truc, ces deux personnages, ils participent un peu à l'action à la fin, et quand je dis un peu, c'est pas non plus énorme, hein, un petit peu vraiment. Et c'est tout, quoi. Ils ont rien de très satisfaisant dans leur développement au sein du film. C'est un peu frustrant, très frustrant même. Hein. Et ça va de pair avec le point numéro 5, Jack, beaucoup trop mis en avant. Je n'aime pas particulièrement les bébés en termes de caractère. Je trouve que c'est super basique, vu que bon, c'est vraiment le stade 0 de leur développement mental psychologique. Donc, il n'y a pas grand chose de très intéressant à développer autour d'un personnage de bébé. Ce qu'on peut développer, c'est autour des personnages qui sont autour. Je me répète un petit peu. Mais voilà, le personnage de bébé en soi, il n'est pas intéressant à découvrir comme ça, à suivre en termes de mentalité. C'est super basique. Et à nouveau, une chose que le premier film avait bien faite, c'est de gérer de façon très acceptable ce personnage en reconnaissant qu'il n'est pas super intéressant en soi et en faisant juste une surprise à la fin. Ce
Ce qui rendait le final assez étonnant dans le sens positif du terme. Hein. On découvrira qu'il a ce pouvoir de polymorphe. Ça vous surprend un petit peu, c'est bien fichu. Et là, ils se sont dit, tiens, on va y aller à fond. Mais vraiment totalement à fond. Déjà en partant sur le délire dont je suis pas fan, une fois de plus, j'en ai déjà parlé, qu'il a des tas et des tas et des tas et des tas de super pouvoirs. Techniquement, c'est Dr Manhattan bébé. Et qu'on passe des lustres là-dessus, pas par rapport à la réaction des personnages autour de ça, mais par rapport au personnage, quoi. Donc on doit se centrer sur lui pendant genre facilement un quart d'heure de film, et c'est trop, c'est trop. Je veux dire, les premières fois ça va, à nouveau, hein, c'est mignon un bébé vu comme ça, mais alors qu'on se centre davantage sur lui et ses petits délires de psychologie de bébé, ben... Très vite ça s'épuise et je me fais chier. Sérieux, je me fais chier dans ces moments-là, qui sont pas les pires qui soient. Dire la bataille contre le raton laveur, ça fait un peu sourire. Voilà, mais c'est pas non plus sensationnel et le fait est que on passe beaucoup trop de temps là-dessus. Ce genre de situation aurait été tout aussi drôle si ça avait été avec quelqu'un d'autre que Jack, mais quelqu'un avec une mentalité, je sais pas, un tout petit peu plus intéressante. Voilà, je trouve que c'était une très mauvaise idée de vouloir donner autant d'importance à ce personnage, surtout quand on voit à côté que c'est au détriment d'autres personnages qui eux n'ont rien pour eux comme Violette ou Flèche. Malheureusement. Numéro 4, Winston Devor. Oui, j'aime beaucoup ce nouveau personnage. J'aime vraiment beaucoup cette approche du publicitaire qu'on essaye de rendre un petit peu sympathique tout en montrant qu'il connaît les ficelles du métier, qu'il a ce côté légèrement cynique, qu'il reconnaît ce côté cynique, en essayant de concilier ça avec son amour des super-héros, donc son côté un peu plus fleur bleue, entre guillemets, de la chose. J'avoue que c'était assez malin, assez sympathique de voir ce personnage être un petit peu un fanboy des super-héros en ayant conscience du manque de communication dans lequel on vit. Je reviendrai d'ailleurs sur ce point-là. Ce qui a amené donc à pas mal d'interactions, de moments de personnages qui m'ont bien amusé et qui l'ont rendu assez attachant à sa façon au sein du film. Je trouve que c'est le meilleur ajout de personnage qui a été fait dans Les Indestructibles 2 pour moi. Et il y a un truc, une théorie que j'ai lue à quelques reprises, enfin c'est pas une théorie, une alternative que j'ai lue, qui pour moi serait beaucoup mieux passée que le rebondissement Evelyn et le grand méchant, ça aurait été que lui soit le grand méchant, parce que ça aurait totalement pu coller au personnage. Alors, est-ce que ça l'aurait rendu moins sympathique? Sans doute, mais il avait une mentalité très intéressante à développer en termes de méchant si on était parti de l'idée qui voulait faire en sorte de remettre les héros sur le tapis. Vraiment, sous le feu des projecteurs. Et pour ça, il créerait un méchant qui apporterait une menace de façon à bien mettre en lumière Elastic Girl. Et c'est un truc qu'on révélerait à la fin, quoi. Que cet hypnotiseur était en fait quelqu'un qui voulait donner un grand méchant à craindre à la populace pour pouvoir les faire accepter une nouvelle héroïne, une nouvelle génération de héros pour les protéger. Ça aurait pu donner donc un clash de fin très différent que celui qu'on a eu. Ça aurait même pu apporter une fin douce amère où nos héros seraient de nouveau reconnus par les gens, mais au prix de devoir créer un méchant factice pour les manipuler, les gens en question. Et il serait mis face à un choix, donc qui serait plus une menace physique, ce serait plus de l'action à la fin, mais vraiment quelque chose de psychologique, un choix à faire sur est-ce qu'il faut révéler aux gens ou non que, au bout du compte, l'hypnotiseur c'était juste une façade, une manipulation. Ça aurait été très intéressant psychologiquement, ça aurait totalement changé du méchant qu'on a eu dans le film 1, et ça aurait résolu une bonne partie des problèmes que j'ai avec le film. Honnêtement, si on était parti là-dessus, vraiment, j'aurais mis plus que 13,5, c'est sûr, hein, si on était parti là-dessus, et si on l'avait bien géré à la fin, bien entendu. Il faut prendre ça en compte aussi. Mais voilà, il fallait qu'on mette de l'action à la fin,
parce que bon, ça peut pas être juste psychologique, et vous n'avez pas su bien gérer l'action. Je trouve que ça faisait un peu pétard mouillé l'action de fin, comme je l'ai dit, par rapport au reste, puisque c'était un bon cran en dessous de ce qu'on a eu avant. Pour un grand moment d'action de fin, c'est un petit peu frustrant. Enfin bon, voilà, ce personnage, dans sa mentalité, est très intéressant. On aurait pu la pousser plus pour le rendre encore plus fort en termes de signification, mais même sans ça, ça reste quelqu'un de très sympathique, à la mentalité qui me plaît beaucoup. Il y a donc ce cynisme qu'il a mélangé à cet amour des héros quand même présent, qui me plaît beaucoup, et ouais, c'est un très bon ajout de ce second film. Et il est en lien avec le numéro 3, un excellent commentaire social. Là aussi, je me suis étendu là-dessus dans ma critique. J'apprécie énormément le fait que le film reconnaisse que c'est pas juste une question de motivation et d'intention pour que les gens vous reconnaissent, vous acceptent, mais c'est aussi une question d'image. Comment on montre ses motivations et ses intentions. Et donc cette approche qui est faite de pas prendre le casse-cou pour représenter le mieux les héros et de prendre la personne la plus sûre, la plus safe du groupe, je trouve que Winston l'a bien amené ça et qu'on joue grandement là-dessus. Vraiment, tout au long du film, il y a vraiment cette question d'image. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, l'image qu'on renvoie? Même la méchante, dans ses plans de fin, elle joue aussi sur l'image qui est renvoyée. Un chouïa gâché par la résolution de fin, un peu expédié, je trouve, malheureusement, mais c'est un petit peu en lien, c'est un petit peu englobé par le point numéro 2, le dénigrement des accomplissements du premier film. Oui, s'il y a bien un truc qui m'a particulièrement irrité dans cette suite, c'est cette façon de balayer d'un revers de la main tout ce qui a été mis en place à la fin, tous les espoirs qui ont été bâtis à la fin du premier film, pour dire qu'en fin de compte ça signifie rien. Ils ont commencé à bien se faire voir de la populace, mais au bout du compte c'était juste une illusion d'un moment. Ça veut rien dire, techniquement, puisque juste après ils font un seul coup et les gens considèrent maintenant qu'ils sont pas bien vus, etc. Et donc au bout du compte, cette espèce de grande victoire à la fin où nos héros se disent tiens, on va combattre le grand méchant parce que maintenant on est presque réhabilité, on pourrait limite croire, c'est limite insinué qu'il serait réhabilité à la fin du premier film. Eh ben non, allez vous faire voir, ça veut rien dire. Donc ça c'est le gros morceau qui me gêne là-dedans par rapport à ce dénigrement de ce qui a été instauré, de ce qui a été montré dans le premier film. Mais il y a des petits détails en plus comme ça. Toute la sauce qu'on a fait monter autour du démolisseur pour dire qu'au bout du compte, ben, c'est juste un cambrioleur lambda. Il se barre, on n'en a plus rien à foutre de lui. Ok. Tous ces détails qui s'accumulent sur le fait que on prend moyennement en compte les accomplissements, les trucs puissants du premier film dans notre nouvel opus, c'est irritant. C'est irritant. Il y a énormément de choses qui, en plus de ça, auraient pu être poursuivies, comme par exemple le personnage de Mirage. J'en ai parlé la dernière fois, mais c'est pas trop grave par rapport à la qualité vraiment intrinsèque du produit, même en tant que suite. Par contre, ouais, cette façon nonchalante presque de dénigrer tout ce qui a semblé progresser avant, à la fin du premier volet, c'est énervant. Vraiment, je trouve ça énervant. C'est le truc qui m'énerve le plus et je comprends aisément que des gens aient du mal avec ce film à cause de ça. Hein. Parce que je vous jure, c'est le genre de choses qui pourrait facilement vous faire détester un film. Ça suffit pas à me faire détester ce film parce que, comme je dis, il y a beaucoup de choses qui sont bien réussies. Et la chose la plus réussie du film pour moi, c'est numéro 1, le développement parallèle de Bob et Hélène. Oui, je maintiens que le reste de la famille n'a pas été super bien géré, mais ces deux-là sont super bien gérés au sein du film. Vraiment, où au moins cette excuse de faire une structure parallèle permet des mises en scène très intéressantes où l'un comme l'autre se découvre une nouvelle importance, de nouvelles choses à faire pour se sentir plus
lui-même plus un parent, plus quelqu'un de responsable, que ce soit pour Bob, donc qui doit prendre les responsabilités d'être père, les difficultés que ça engendre, et sa fierté qui se met devant en se disant « Oui, je demande l'aide de personne, je peux gérer ça tout seul, je suis un super père », et Hélène qui au début est super frileuse de redevenir héroïne, mais qui, dans le feu de l'action, finit de plus en plus par être pris là-dedans, par comprendre l'importance et l'excitation que ça lui apportait de faire ça. Ces deux développements se font en parallèle, ils dénotent chacun vraiment une mentalité qui progresse vraiment de la part de nos deux héros, de façon presque miroir. C'est assez marrant à voir, qui me plaît beaucoup, et c'est un des rares points où je trouve que ça respecte beaucoup le premier film. Parce qu'il y avait vraiment cette mentalité chez eux qui était déjà dépeinte dans le premier film, où Bob était vraiment à fond dans le fait de retrouver son ancienne vie, et Hélène était plus posée, était beaucoup plus satisfaite d'être mère au foyer, et d'être beaucoup plus calme sans avoir à gérer des problèmes de super-héros. Là, on les met face à des situations aux antipodes de ce qu'ils voulaient, et ils se découvrent un petit peu de nouvelles responsabilités, de nouvelles passions entre guillemets là-dedans, et je trouve que ça complète très bien leur mentalité qui était déjà montrée dans le premier film. Je trouve que c'est un excellent point de ce second volet, la chose la mieux réussie. Vraiment, et c'est en grande partie grâce à ça que j'arrive à l'apprécier quand même pas mal, vraiment. Ça reste un bon film qui vaut le coup d'être vu. Les problèmes en tant que suite sont loin d'être anodins, ils m'empêchent vraiment de loin de mettre ça au même niveau que le premier film, personnellement. Mais j'irai clairement pas jusqu'à dire que c'est mauvais, vraiment pas. Et ouais, une fois de plus, ces 10 points, c'est pas l'ensemble des choses bien ou mal à redire là-dessus. Hein, vous retrouverez peut-être dans ma critique des choses que j'ai dites en mal ou en bien du film que j'ai pas dites là-dedans, parce que voilà, c'est important mais pas aussi important que ces 10 points. À titre personnel, à nouveau, mon avis, et j'espère que ça vous aura plu de suivre ça. J'espère avoir été clair dans ce qui, personnellement, marche, ne marche pas, et à quel degré d'importance. J'espère que cette vidéo vous aura diverti comme d'habitude. Merci une fois de plus à la Malasse pour sa participation, et à bientôt!